Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de février 2022. J'ai pris énormément de plaisir dans mes lectures à découvrir de nombreuses œuvres ce mois-ci. On commence tout de suite avec un très grand classique avec V pour Vendetta d'Alan Moore, paru chez Urban Comics. V pour Vendetta, c'est une lecture de dingue. Je connaissais l'œuvre par le film des années 2000. C'est vraiment comme ça que j'ai pu immerger dans ce récit. Et j'avais attendu pendant très longtemps avant de me lancer dans la lecture du comics, puisque je l'avais, c'est un des premiers grands classiques que j'avais acheté avec Watchmen, mais je m'étais jamais vraiment lancé dedans, et ça a été une claque, une vraie claque. Il faut savoir en fait que à la base c'est 3 livres qui sont compilés en une seule intégrale, et chaque livre fait 12 chapitres. Et on découvre au tout début comment V opère, ensuite il y a des protagonistes en plus, et il y a la conclusion dans le dernier tome. C'est juste dingue, en fait le film, il faut penser que c'est encore plus développé dans le comics. Vous avez tout le background du monde pour savoir comment on est arrivé à cette Angleterre fasciste, comment s'est créé ce régime dictatorial et en fait, comment il est organisé, c'est assez bien expliqué. Tu vois qu'il y a le doigt, c'est la police armée, les oreilles, c'est ceux qui surveillent, le cerveau, c'est les scientifiques, etc. Donc ça, c'est assez bien amené. On retrouve les protagonistes classiques du film avec Protéoro, qui est... Alors, dans le film, c'est la voix de Londres, là, c'est la voix du destin. Il y a Finch, le flic, V, Ivy, etc. Le décor est assez bien planté. Par contre, le comics va énormément plus loin dans la réflexion sur ce genre de régime, sur comment on en est arrivé là, sur les différentes solutions à apporter. Là, ça passe par l'anarchie amenée par V, la rébellion, vraiment la façon de penser nouvelle, etc. C'est vraiment très intéressant. Il y a tellement de niveaux de lecture là aussi. Alan Moore, c'est juste un fou furieux, un tueur au niveau des scénaristes. C'est un des grands scénaristes des comics. Je ne vous apprends rien, mais ouais, ça a été juste exceptionnel de lire ça. Je comprends pourquoi Alan Moore est en fait très déçu des adaptations de ses comics au grand écran. Tout simplement parce que en 2 heures de film, on ne peut pas tout mettre, et le scénario des films vraiment reprend la grande partie du comics, mais dénature à certains moments. Alors c'est moins présent sur Watchmen, je trouve, puisque Snyder a vraiment repris case par case ce qu'il y avait en enlevant certains aspects, comme par exemple le gamin qui lit sa lecture sur les pirates. Là, il y a des changements qui sont vraiment plus profonds. Certains personnages n'apparaissent pas. Pourtant, ils ont des rôles, même s'ils sont des personnages secondaires, ils ont vraiment des rôles très importants, comme l'espèce de gitan qu'on retrouve souvent dans une boîte de nuit, qui vend des armes, il va finir par collaborer. Il a vraiment un rôle très important, ce mec-là. Dans le film, on ne le voit pas. On voit par exemple que celui qui sauve Ivy quand elle quitte V, même si c'est le même personnage, il n'a pas du tout le même impact et pas du tout le même rôle. C'est un gars qui la découvre au hasard et qui va se prendre d'affection pour elle. Ils vont même avoir une liaison amoureuse, ce qui n'était pas le cas dans le film, où ils amènent un côté plus, on va dire, multiculturel, avec le fait que le type ait un Coran, qu'il soit homosexuel, qu'il ait des œuvres d'art particulières. Voilà. Et c'est vraiment... même si le message dans le film est important, c'est pas du tout la même chose dans le scénario, et ça apporte vraiment autre chose de beaucoup plus puissant à mon avis. Le film retrace quand même bien l'histoire, mais apporte des changements que je comprends qu'Alan Moore ne les aime pas, parce que ça va vraiment dans d'autres directions, et en fait je trouve que c'est moins puissant dans les décisions qui ont été prises, même si au grand écran c'est plus logique, c'est moins sale, etc. Parce que la fin n'est clairement pas la même, même si ce qui arrive à certains personnages est identique, mais il y a des changements importants. Ivy n'a pas la même destinée, ou en tout cas tu sais pas ce qui se passe dans le film. Là c'est beaucoup plus marqué dans le comics. Tu vois la femme d'un ancien collaborateur des types qui surveillaient, qui essaye de placer ses pions pour arriver en haut de l'échelle avec quelqu'un, et elle l'aurait manipulé, et elle n'apparaît pas du tout alors qu'elle a un rôle très important. C'est vraiment dommage. Il faut absolument lire le comics. Si vous êtes fan du film, il faut lire le comics. C'est vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus développé. Je me suis vraiment régalé. Je mettrai un bon 18 sur 20. C'est une lecture à lire absolument pour tout fan de comics. On passe à un comics qui m'a vraiment été vendu par Waynes. Je voulais absolument le lire, ce qu'il avait montré, que ce soit les planches,
que ça soit l'histoire, ça m'avait trop donné envie. Delcourt a racheté la licence et du coup a sorti le premier tome de Noctera. Je vous en ai parlé le mois dernier, ce comics m'a vraiment hypé. Alors si on ne m'en avait pas parlé comme ça a été le cas par exemple par Waynes ou par Max Faraday, je serais sûrement passé à côté parce que Delcourt a moins d'impact sur le marché des comics par rapport à Panini qui a la licence Marvel et maintenant Star Wars de nouveau dans tous les canons, et également par rapport à Urban qui a DC Comics. Noctera, c'est l'histoire de la Terre qui perd le soleil en fait. Alors il est toujours présent mais la lumière ne passe pas, en fait il y a de l'ombre non-stop partout et en fait les gens, les plantes, les animaux, quand ils restent trop longtemps dans l'ombre, en fait ils mutent et deviennent des créatures monstrueuses, que ce soit les plantes, etc. Et le monde est super dangereux. Ce qu'on appelle les ombres, qu'elles soient animales, végétales ou même humaines, sont très dangereuses, surtout les humaines qui arrivent à raser complètement certains endroits où vivent des humains. L'humanité s'est regroupée dans des grandes villes, des bastions fortifiés où en fait ils arrivent à créer de la lumière artificielle, que ce soit par des piles, que ce soit par des recharges électriques qu'ils ont pu mettre peut-être par la puissance nucléaire. Ça c'est pas trop développé encore, mais du coup il y a peut-être l'éolien, du coup le solaire ne marche plus. Et en fait il y a des convois de camions qui sont amenés de ville en ville pour transporter des gens, du matériel, et les personnes qui font ces convois, qui ont des noms de code comme Sundogs par exemple, vont être payées en recharge ou en argent. C'est le cas de Val, l'héroïne qu'on voit là, qui va être embauchée par une petite fille et son grand-père pour être transportée dans un endroit qu'ils appellent le sanctuaire. Il faut absolument que ces personnages arrivent à tel endroit. Donc elle prend son frère pour en fait faire ce trajet-là. D'habitude, elle prend plus de monde, elle fait jamais entre guillemets le taxi individuel, et l'aventure commence comme ça. Et en fait, on va voir que le papy et la petite fille vont être pourchassés par quelqu'un. Ça, c'est le plan de base, mais c'est vraiment une histoire géniale. L'idée que Snyder nous a pondue est excellente. J'étais un peu mitigé parce que voilà, Snyder n'a pas fait que des bons récits dernièrement, surtout chez DC, mais quand il est dans l'indépendant, il paraît qu'il se transcende, et c'est vraiment le cas. Et en plus, il y a des dessins qui sont juste magnifiques, les côtés couleurs amenés par la lumière, les contrastes avec l'ombre, c'est justement trop bien fait. Voilà Val et son petit convoi qui sont dans ce qu'on appelle un bosquet, hein, donc c'est un lieu de sécurité où ils peuvent recharger les camions électriques et mettre de la lumière pour être safe, puisque les créatures ne peuvent pas les attaquer. Elles ont des blessures lorsqu'elles sont mises au niveau de lumière artificielle ou même solaire. Donc c'est assez intéressant, les couleurs sont juste dingues. Tony Daniel a fait des dessins de fou, Moret aux couleurs, c'est magnifique. Voilà l'exemple d'une ombre qui attaque le convoi de Val. Vous voyez que chaque personne a des néons autour de lui. Vraiment, on dirait que ce sont des sapins de Noël ambulants, c'est assez marrant. Le récit est vraiment très très bien, il y a 5 ou 6 chapitres là-dedans. En fait, ça commence souvent par un flashback. Les deux personnages principaux, que ce soit Val ou son frère, se remémorent comment ils sont arrivés dans cette situation, comment ça a commencé, comment eux ont vécu le passage de l'éclipse, et après ça s'enchaîne, on voit ce qui est arrivé de leurs parents, etc. Mais c'est vraiment très très dingue, et en plus il y a vraiment un côté un peu religieux dedans. Il y a des comparaisons entre j'entends des voix, que m'aurait dit le Christ, l'église qui était présente, voilà qu'est-ce qu'ils ont fait, et il y a vraiment un côté questionnement biblique vraiment là-dedans. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors j'ai été un petit peu déçu, j'en ai parlé avec quelqu'un dans les commentaires de la précédente vidéo, qui me disait qu'il était un peu déçu du twist de fin. Je suis assez d'accord, c'est vrai que en fait ce twist là, moi je l'aurais amené plus tard dans le scénario. J'aurais attendu 2-3 tomes pour arriver en fait à faire ça, parce que j'aurais vraiment fait galérer les personnages pour arriver au sanctuaire. Là ils y arrivent assez facilement, assez facilement façon de parler, mais ils y arrivent dans ce tome là. J'aurais fait durer un tout petit peu moi à mon goût, mais il y a des rebondissements et l'histoire est dingue, et vraiment j'attends la suite avec impatience. Je ne sais pas quand est-ce que Delcourt compte la sortir, j'espère cet été grand max. J'attends la suite avec impatience, c'est vraiment top. Il faut lire Noctera, je mettrai 17
bon 17, c'est vraiment un récit de qualité. On part ensuite dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec les 4 tomes de Star Wars parus chez Delcourt. J'avais envie de lire du Star Wars et dans la continuité de l'univers légende au niveau des comics, on arrivait à ce run-là, le Star Wars de chez Delcourt. Alors, à la base, c'était un relaunch qui avait été proposé aux États-Unis où en fait on voit juste après l'épisode 4, c'est-à-dire l'étoile noire vient d'exploser, qu'est-ce qui se passe? En fait, quelle est la transition entre l'étoile noire explose, il y a la cérémonie des médailles pour les héros, et on débute sur Hoth. Voilà. Ça devait être expliqué dans cette série-là, qui malheureusement ne va pas jusqu'à la fin, puisque ça a été arrêté au tome 4, puisque il y a eu le rachat de la franchise par Disney, et ils ont coupé tout ce qu'il y avait dans le Légende, et on n'a pas pu finir ce récit-là, même si, par exemple, dans d'autres séries, ça a pu être, entre guillemets, rushé pour donner une fin, un semblant de fin, et c'est souvent assez mal amené. Dans les derniers tomes du Légende, au niveau chronologique, c'est le cas. Là, c'est un peu dommage parce que c'était assez bien amené, il y avait des idées intéressantes. En fait, le postulat de base, c'est les rebelles cherchent une planète pour mettre leur nouvelle base, et le souci qu'il y a, c'est que, en fait, quand ils se déplacent, qu'ils envoient des X-Wing pour enquêter et chercher, en fait, souvent, ils sont pris en piège par des forces impériales. Donc, on se dit, il y a une top dans les rangs, il faut qu'on enquête, et du coup, Mon Mothma, la dirigeante de la résistance, charge Leia, une ses bras droits, en fait, de créer un escadron fantôme qui deviendra plus tard l'escadron Rogue. En fait, là, on voit comment elle choisit les pilotes, donc Wedge qui va diriger, Luke en fait partie, et il y a d'autres personnages qu'on découvre qui sont assez intéressants d'ailleurs. Et ils font des missions, ils ont de nouveaux prototypes d'X-Wing, ils sont dans des tenues noires, voilà, c'est ce qu'on appelle l'escadron Spectre, parce qu'en fait, ils n'existent pas officiellement, ils ont toutes les accréditations, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et en fait, on voit qu'ils partent à tels endroits. On voit également, de l'autre côté impérial, que Vador est puni par l'empereur, il perd son navire amiral qui est donné à un autre subordonné, donc du coup Vador a la haine et veut le dégommer. Et en fait, il est envoyé sur l'étoile noire, la nouvelle station de combat la plus grosse, la deuxième qu'on voit dans l'épisode 6. Et en fait, on voit les travaux et on voit comment Vador doit gérer un petit peu les retards qu'il y a, puisqu'on est vraiment pas au début du projet, mais on est, on va dire, dans le premier tiers et on est loin de la fin et de la mise en marche par l'empereur dans l'épisode 6. C'est assez intéressant de voir cette évolution. Les dessins sont vraiment assez jolis. Moi, j'ai été assez agréablement surpris. On voit là Vador qui enquête à un moment pour retrouver les types qui ont lâché des infos et qui va massacrer tout le monde. Voilà Luke et Leia à bord du Faucon. Bon, les dessins sont pas trop mal. Ça pourrait être mieux, mais j'ai vu tellement pire. Notamment au niveau Star Wars, c'est vrai qu'on est très très loin des couvertures qui sont toujours très très jolies. Si ce récit avait été fini, ça aurait été une bonne porte d'entrée pour tout fan de la licence qui a vu la première trilogie. Là, avec le fait qu'on n'a pas la fin, c'est un peu dommage. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent être un peu trop difficiles à trouver maintenant. Moi, j'avais eu la chance d'acheter le lot complet auprès d'un ami. Donc, c'est vraiment dommage que ça soit pas fini parce qu'il y a de bonnes idées en fait. On voit, il y a des trahisons dans tous les sens. On voit Vador qui est puni, qui est piqué au vif et qui est vraiment énervé et qui en fait se rebelle un petit peu et désobéit à l'empereur. Voilà, il y a des idées qui étaient intéressantes. On voit des chasseurs de primes. On voit que la tête de Solo est mise à prix. Il y a un passage de Solo sur Coruscant qui est super intéressant. Il y a eu des rebondissements, je m'y attendais pas. Vraiment, c'était très très cool. On voit comment la rébellion récupère des armes, etc. Il y avait des bonnes idées, c'est pas achevé, c'est malheureux. Du coup, ça vole à 13-14, c'est bien, mais il manque la fin, quoi. C'est vraiment dommage. On attaque la partie manga avec Hippo, la saison 6, le tome 12. Hippo a perdu, Hippo respecte son serment et arrête la boxe. Voilà, on est dans un tome où Hippo ne fait plus de boxe. C'est juste fou, c'est vraiment incompréhensible. Pourquoi ils ont fait ça? En fait, au niveau du scénario, c'est trop bien amené. C'est une super idée d'avoir mis ça après autant de tomes, même si, bon, moi je suis déçu, j'ai trop envie qu'il gagne. Là, il vient d'enchaîner des défaites, mais on est vraiment attaché au personnage. On voit qu'en fait, du coup, il peut avoir une vie sociale autre. Il n'y a pas que ses copains boxeurs. Voilà, Kumi et lui se rapprochent enfin, même si elle est trop omniprésente, etc. On voit qu'il peut
faire quelque chose de sa vie, mais la boxe est trop présente pour lui. On le voit, il est toujours en train d'envoyer des petits jabs, il va faire son petit footing, mais il fait encore les mêmes exercices. Le type, c'est un drogué en fait. Il n'arrive pas en fait à se détoxifier et il aurait besoin de beaucoup plus de temps, mais c'est pas possible. En fait, c'est un des gars qui a ça dans le sang, ne sait faire que ça, et en fait, si tu lui enlèves ça, il meurt à petit feu. Du coup, là, le club dans lequel il était lui propose de devenir assistant. Donc, lui est super content. Il garde un pied dans le monde de la boxe. Il ne boxe plus, il ne risque pas d'avoir de blessures, etc. Et en fait, on le voit qu'il s'entraîne à être en grosso modo soigneur, poser le tabouret, etc. Bon, je suis curieux de voir jusqu'où ça va aller. Ça se lit très très vite. Il n'y a pas de combat vraiment là-dedans. On voit un petit peu toutes les relations entre les différents protagonistes qui se mettent en place. Et on voit un petit peu la torture d'Hippo. Il est tiraillé entre son désir encore de faire, son désir de respecter son serment, les relations qu'il peut avoir avec enfin sa mère, avec Kumi qu'il aime tellement, qu'il faudrait enfin qu'ils se disent qu'ils s'aiment, merde, c'est trop long. Donc voilà, c'est un tome vraiment un peu de transition, j'ai envie de dire. J'attends la suite avec impatience, c'est toujours aussi bien. Je vous conseille de lire. On continue toujours dans le sport avec Aohashi, le tome 6 paru chez Mangetsu. L'histoire autour d'Ashito est super intéressante. On voit que petit à petit, malgré ses difficultés, malgré le fait que techniquement ils sont moins bons que les autres, etc., mais il progresse. On voit que en fait, il a des dons innés que les autres, même s'ils sont meilleurs, n'ont pas et n'auront jamais. Voilà, il a une vision du terrain où il arrive à en fait avoir presque, j'ai envie de dire, en 3 dimensions, mais savoir où sont placés les types. Comment vont-ils anticiper telle action, et du coup il peut faire des actions de génie, des coups de génie, même s'il ne maîtrise pas encore, entre guillemets, son pouvoir. On voit que ses relations avec ses collègues de l'équipe 2 sont de mieux en mieux, en fait ils arrivent à bien se comprendre, ils enchaînent des victoires, et ça va mieux pour lui, en fait, tout va bien, jusqu'à la fin, où il y a un cliffhanger de fou, avec l'entraîneur qui lui annonce quelque chose, je peux pas dire sinon je vais spoiler, et j'attends trop la suite du coup, je me dis mais purée, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste dingue en fait, le retournement à la fin, on ne s'attendait pas à ça, même si je pense qu'il y a, ça fait partie des plans du coach pour encore faire progresser Ashito, mais d'une façon, il va passer plusieurs marches d'escalier d'un coup là, mais comment ça va se passer? J'ai trop de questions, j'ai trop envie de lire la suite. Le prochain tome sort dans quelques jours. Je vais me le procurer très très vite, je pense, et je vais dévorer la suite. C'est vraiment super bien. Si vous aimez les mangas de sport, il faut lire Aohashi, c'est vraiment qualitatif. On termine la revue manga avec Goblin Slayer Year One, les 7 tomes de la série. Goblin Slayer, je vous en parle très très souvent. Bon, je vais plus trop vous bassiner puisque ça y est, j'ai lu tous les tomes, j'ai rattrapé tout mon retard. Maintenant, j'attends les prochaines sorties. Dans les mois à venir, il n'y en a pas beaucoup qui sont annoncés pour l'instant sur le site de Kurokawa, donc on verra ce que ça va donner. Alors Year One, ça se passe en fait, c'est la première année du Crève Gobelin. On voit en fait comment il est devenu, que son village a été attaqué, qu'il s'en est sorti parce qu'il s'est planqué, sa sœur l'a caché, il a survécu pendant 3 jours en buvant de l'eau croupie, etc. Enfin bon, il a été traumatisé étant gamin. Et en fait, sa détermination et le fait qu'il rencontre un maître un peu bizarre, il va être entraîné et il va devenir le Crève Gobelin. On le voit choisir son armure, son fameux casque avec les cornes. À la base, il les a. Alors, dans Goblin Slayer, les cornes sont coupées, donc on voit comment il les perd, entre guillemets. Et en fait, on voit comment il gagne petit à petit tout son équipement, comment sa façon de réfléchir pour arriver à un truc un peu plus mature qui est dans Goblin Slayer, la série principale, arrive. Donc il se fait ses compagnons, il retrouve son ami d'enfance qui est la petite fermière, etc. On voit l'évolution de certains personnages. On voit son début dans la guilde, en fait, tout simplement. La guilde des aventuriers, il commence rang de porcelaine comme tout le monde, alors qu'il est rang argent dans la série principale. Donc voilà, on va combler ces différents passages dans petit à petit des échelons supérieurs. C'est intéressant de voir ce qui se passe, c'est intéressant de voir comment il en est arrivé là. Alors, par contre, j'ai mis quelques réserves. C'est vrai que le fait de le voir affronter que des gobelins, ça commence à lasser un petit peu, j'avoue. Même si au milieu, dans le tome 3, 4, 5, 4 ou 5 je crois, en fait, il y a une relation avec un personnage qui se crée, une espèce de sorcière qui, en fait, lui fait faire une quête initiatique, notamment pour elle, avec la fin que
j'ai trouvé un peu bizarre, j'aurais pas fait ça comme ça, j'étais un peu déçu de ce passage-là, mais peut-être pour certains qui auront un autre niveau de lecture que moi, trouveront ça génial. Moi j'étais un peu déçu, je trouvais que c'était dommage de traiter ce personnage comme ça sur la fin. Je l'aurais conservé pour faire autre chose, moi, voilà, pour la mettre un peu plus présent et pourquoi pas faire un sacrifice ultime à un moment donné pour sauver le crève-gobelin. Ça aurait pu être très très marquant. Là ça marque d'une certaine façon, c'est pas celle que je préfère. Sinon, bon, la série est très très cool, hein, voilà, on retrouve vraiment tout ce qu'on a dans la série principale, c'est-à-dire de l'action, des filles avec des gros nichons, il y a du viol aussi interracial entre les gobelins qui violent des filles. Bon, ça c'est pas le côté le plus sympa, mais ça y est, c'est présent aussi. Le côté vraiment aventure, découverte, recherche de soi-même est présent. Le dessin, alors je vous avais dit que c'était le même dessinateur dans une précédente vidéo, c'est pas du tout le cas, je me suis trompé, hein. C'est un autre mangaka qui illustre, mais le trait ressemble assez bien, même si on sent, notamment dans le tome 1, qu'il y a une touche graphique légèrement différente, c'est pas fou, hein. C'est pas très très marqué, mais ça reste vraiment de qualité. C'est quand même une série que je recommande si vous aimez cet univers-là. Il faut les lire, c'est vraiment très intéressant. Je prends beaucoup de plaisir à les lire aussi, ça va assez vite. Certains tomes, comme les deux derniers, sont beaucoup plus épais d'ailleurs. On en a pour notre argent. Je dis pas ça souvent, hein, mais voilà, c'est assez intéressant. Si vous aimez le médiéval fantastique, il faut vous lancer là-dedans. Ça vaut 14-15, hein, c'est une bonne lecture. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre un pouce, à partager. Ça m'aide pour me faire connaître auprès de vos amis et pour le référencement YouTube. Je vous remercie pour tous ceux qui le font. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait avec vous un petit chemin dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!